Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je marche donc je pense, un podcast par Marie du Jardin des Talents. Aujourd'hui je voulais vous parler d'une notion qui est le conflit de loyauté. Le conflit de loyauté s'installe très très tôt dans la vie de chacun. Et c'est en marchant avec une amie récemment qui est les kinésithérapeutes spécialisés en réflexes archaïques, que j'ai fait un lien avec ce que je savais déjà et ce qu'elle m'expliquait. Je ne vais pas vous expliquer les réflexes archaïques aujourd'hui parce que moi je ne suis pas du tout une spécialiste. Et il y a des webinaires très 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 intéressants disponibles sur internet. Je pourrais éventuellement mettre des liens en bas du podcast pour aller se renseigner un peu sur les réflexes archaïques. Enfin globalement, rapidement comme ça, les réflexes archaïques, on part de l'idée qu'entre le moment de sa conception et après sa naissance, jusque vers 2-3 ans, il y a une multitude de réflexes qui se mettent en place chez l'enfant, enfin le fœtus et l'enfant une fois qu'il est né. Donc ces réflexes, comme ce sont des réflexes, sont des choses totalement inconscientes et incontrôlées qui se mettent en place via le système nerveux. Voilà, moi il y a des réflexes à la naissance qui sont très très connus, comme le réflexe de reptation, quand on pose le bébé sur le ventre de sa maman. Son premier réflexe, c'est d'essayer de grimper pour essayer d'aller attraper la nourriture. Le réflexe de succion, donc pour se nourrir. Le réflexe d'agrippement, voilà, un nouveau-né, quand on lui met le doigt dans la main, il serre très très fort. Il ne sait pas du tout pourquoi il serre, parce qu'il n'est pas du tout dans la conscience de qui il est et de ce qui se trouve dans sa main. En attendant, le réflexe est bien là et bien installé. On met le doigt dans la main se ferme. Voilà, à la naissance d'un enfant, on vérifie une dizaine de réflexes pour voir si tout est bien en place. D'après la méthode de travail des réflexes archaïques, c'est plutôt une centaine de réflexes qui nous composent. Le lien avec le conflit de loyauté, vous allez voir, est très très simple. Mon ami m'expliquait que les réflexes archaïques in utero, ceux-là se développent de la façon la plus inconsciente possible, bien que le bébé vivant toutes les émotions que vit sa mère, son système nerveux est largement influencé par le système hormonal de la maman. Donc quand la maman a peur, elle fabrique de l'adrénaline, le bébé ressent de l'adrénaline. Donc il y a des connexions au niveau du cerveau qui se font. Quand la maman est heureuse, elle ressent de l'endorphine, elle produit de l'endorphine, de la dopamine. Donc le bébé reçoit aussi l'endorphine, la dopamine et des connexions se mettent en place dans son cerveau. À partir du moment où il est né, il y a un processus qui se met en place de la façon la plus inconsciente possible qui s'appelle le neuromiroir. Et donc à partir du moment où cet enfant sort du ventre de sa mère, son cerveau va se construire par cet effet de neuromiroir. Enfin, je pense que... même si on ne sait pas ce que c'est neuromiroir, je pense qu'on peut vite imaginer que... moi, je l'ai visualisé comme ça. J'avais jamais entendu parler de ce mot avant. Et en fait, j'ai une image mentale qui est arrivée comme si le miroir le cerveau du nouveau-né était comme un miroir complètement perméable et que ce cerveau s'imprègne de ce qu'il voit et comme la première personne qu'il voit au monde c'est sa mère et que c'est son référent pour toute sa vie, la deuxième personne au monde qu'il voit c'est son père en général et donc c'est aussi son référent pour toute sa vie, le cerveau de l'enfant est conditionné pour imprégner tout ce qu'il va voir chez sa mère ou son père.
Et donc ça va tellement loin cette histoire de neuromiroir que finalement, c'est ce que m'expliquait mon ami, si le parent, la maman par exemple, a un léger défaut de maintien de posture dans sa nuque, mais quelque chose que nous, à l'œil nu adulte, on ne va pas voir. Le bébé, lui, comme il fonctionne en neuromiroir, son cerveau va imprégner que la position correcte de la nuque, c'est comme ça. Et donc il va répéter inconsciemment, mais complètement inconsciemment, cette posture du cou qui est peut-être un infime décalage. Il va l'intégrer. Et comme on le sait, dans le corps humain, chaque décalage, c'est l'effet du battement d'aile du papillon, chaque décalage à un endroit va provoquer un beaucoup plus grand décalage à un autre endroit. Et donc c'est comme ça qu'il y a des problèmes familiaux qui se transmettent en attendant, enfin dans un premier temps d'un point de vue corporel, d'un point de vue physique. Ma grand-mère a une prothèse de hanche, ma mère a une prothèse de hanche. Si moi je ne réfléchis pas à qui je suis et comment je me positionne, à 100% des cas, j'aurais eu une prothèse de hanche. Parce que j'ai en neuromiroir répété la marche de ma mère, le positionnement de mon bassin, le positionnement de mes pieds, qui elle-même l'avait répété de sa propre mère. Et voilà comment on engendre des successions familiales de choses bien ou pas bien. Nos valeurs, celles qui font que nous sommes qui nous sommes, nous les intégrons également par ce neuromiroir. En fait, cette idée de neuromiroir a complètement éclairé ce que j'avais comme connaissance. Quand j'ai repris mes études en 2014 pour préparer le concours de professeur des écoles, donc le CRPE, j'ai suivi les cours à la fac pour être dans les meilleures conditions possibles. Et j'avais vraiment besoin de me replonger dans un milieu universitaire et d'avoir des apports cognitifs, des apports disciplinaires. Enfin voilà, j'avais vraiment besoin d'apprendre. J'avais déjà lu des tas de bouquins, mais quand on lit des bouquins, on fait les biais cognitifs que l'on veut, on interprète comme on en a envie, on n'en tire que ce qu'on en a envie. Donc là, j'ai vraiment décidé de passer par l'université, d'avoir des cours structurés, voilà, d'être vraiment au point pour préparer ce concours. Et donc, dans un cours que l'on appelle la didactique, donc la didactique, c'est l'art d'enseigner, c'est la science de l'enseignement, c'est l'analyse de comment enseigner les choses et de la compréhension de l'apprentissage pour pouvoir enseigner. C'est une science absolument passionnante qui permet d'accéder à d'autres sciences en fait. Voilà. Donc quand on parle de neurosciences, c'est aussi pour aller dans la didactique, pour comprendre comment le cerveau apprend, pour pouvoir lui apprendre. Et nous, dans ce cours de didactique, on a appris une notion qui a complètement révolutionné mon mode de réflexion et mon mode de pensée. Quelque chose dont j'étais absolument pas consciente. Et peut-être que certaines dans l'amphithéâtre en étaient conscients, mais moi en tout cas pas du tout. C'est le conflit de loyauté. Vous savez, le truc que j'ai mentionné tout au début, conflit de loyauté. Et le rapport avec le neuromiroir va se mettre en place. Le conflit de loyauté, on part du postulat qu'un enfant né dans une famille X, par loyauté à ses parents, à ses grands-parents, à ses oncles, à ses tantes, à son milieu familial, à son noyau familial, on part du postulat que cet enfant ne s'autorisera pas à faire mieux. Alors, la première fois que je l'ai entendu, ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, bah non, en fait, c'est pas vrai. Regarde, moi, je viens d'une famille où il n'y a pas grand monde qui a le bac, et moi, j'ai eu mon bac. Et puis j'ai eu un bac général.
Et puis après, je suis allée à l'université, donc c'est pas vrai. Mes parents, ils n'ont pas de bac, ils n'ont pas fait d'études. Moi, j'ai eu mon bac, j'ai fait des études. Donc si, j'ai réussi. Et là, on me dit, ça, c'est une petite transgression. Tu as réussi à t'autoriser ça parce que c'était valorisé par tes deux parents. Mais il y a la suite après. Parce que le burn-out, là, on est toujours sur la prise en charge d'après le burn-out. Et comment on arrive au burn-out. Vous faire éviter un burn-out, je pourrais pas. Mais mettre en place un chemin de pensée post-burn-out, ça c'est possible avec des prises de conscience. Et donc ce conflit de loyauté, je l'ai gardé en moi un petit moment, sachant pas trop quoi en faire. Je me suis dit, toi, je te garde là au chaud, je reviendrai te voir plus tard quand j'aurai acquis encore plus de connaissances et de savoir pour vraiment comprendre comment tu fonctionnes. Et cette histoire de neuromiroir m'a vraiment ouvert l'esprit. Et donc j'ai commencé à travailler. D'abord j'ai fait des stages en école primaire, j'ai fait des remplacements dans un lycée. J'ai surtout travaillé au tout début avec des jeunes adultes. Voilà, en 2014 quand je suis arrivée pour financer un petit peu ma reprise d'études et puis pour mettre un peu un pied à l'étrier dans le monde du travail en France, j'ai donné des cours à des jeunes dans des centres de formation. Alors, mon préjugé était complètement erroné. Je pensais donner des cours à des jeunes dans des centres de formation. Finalement, il aurait mieux valu prévenir et préciser, Marie, tu vas donner des cours à des jeunes complètement perdus dans leur vie, dans un centre de formation qui prend un peu le relais sur un cadre familial inexistant. Je pense que ça aurait été un peu plus juste. Je me suis retrouvée à donner des cours d'anglais à des jeunes entre 19, pas beaucoup à 18 ans, c'est post-bac, c'était des BTS, mais la plupart avaient déjà redoublé dans le système scolaire, on avait décroché à un moment donné, donc très très peu à 18 ans, là en sortie de bac très très peu. Par contre beaucoup à 20 ans, 22 ans, 25 ans, ça pouvait aller jusqu'à 27 ans. Des gamins mais complètement paumés dans leur vie, mais complètement paumés. Avec quand même un espoir, c'est qu'ils ont eu la lucidité de s'inscrire dans un diplôme, à préparer un BTS. Donc paumé, mais quand même lucide que pour pouvoir s'en sortir dans la vie, il va peut-être falloir reprendre ses études et faire quelque chose. Donc j'avais quand même envie d'apprendre. Mais les gamins tellement paumés que l'anglais, l'anglais quoi, enfin oui je suis prof d'anglais en fait, je vous l'ai pas dit. L'anglais, aucun intérêt, une mésestime de soi, mais bouf, exponentielle, une absence de confiance en soi, du dénigrement sans arrêt, enfin vraiment une boule d'énergie négative. Waouh! Et là je me suis dit, va falloir aller creuser plus haut dans la chaîne scolaire pour comprendre pourquoi ces mômes là, ils arrivent à 20 ans, ils sont complètement, mais alors cassés de chez cassés, mais complètement broyés par un système. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Donc je suis remontée, j'ai postulé pour faire des remplacements dans un lycée. Je suis allée voir au lycée. Au lycée, ça se passait pas trop mal, on les broyait pas trop. Mais de toute façon, ceux que je retrouvais en échec après le bac ou en mésestime 2, ils étaient déjà bien conditionnés au lycée. Donc finalement, il y avait une étape avant qui avait déjà fait son travail. Le lycée n'était même pas un révélateur. Finalement, le lycée, c'était juste la continuité normale des choses. Je veux dire, chacun a trouvé sa place. Les cancres avec les cancres, les forts avec les forts, les intellos avec les intellos. Chacun trouve sa place. Tout le monde cohabite. Il n'y a pas grande mixité intellectuelle, ni sociale. Je veux dire, les cases, pouf, se mettent en place. Et puis on a des bonnes classes, des classes pourries, des classes de nuls, des classes poubelles. Voilà, c'est un peu le monde du lycée. Donc, pas tellement broyé là. Alors je suis remontée au collège. Au collège, on les casse pas mal quand même. Là je travaille encore dans un collège. Niveau broyage de gamins, on est bon. Niveau conditionnement négatif des enfants, on est même plutôt très très bon. Je pense que le collège là,
on est winner hein, pour ce qui est de dézinguer des gamins, on est pas mal. Mais comme je préparais mon CRPE à cette époque-là, je faisais aussi des stages en école primaire et en école maternelle. Ouais. Et là, on est aussi pas mal niveau broyage de gamins. Sur les toutes petites classes, là, CP-CE1, quand tout se met en place, on est bon aussi, là, en France, on est pas mal. On est très très fort pour casser du petit. Pour lui faire perdre pied, lui faire perdre confiance en lui, qu'il développe une mésestime de lui complète. Oui, mais Marie, neuromiroir et conflit de loyauté, on en est où? Non, mais ça vient, ça arrive. Et donc j'ai assisté à des réunions pendant tout ce temps. Dans le secondaire, dans le lycée, au collège, en école primaire, toujours avec un regard extérieur. J'ai observé tout le monde. J'ai observé les gens. J'ai observé ces adultes qui jugent des gamins. Et puis, dans le discours de l'adulte, en fait, comment dire, je pense que si les conseils de classe se passaient de façon anonyme, vous allez me dire c'est complètement aberrant. Non. Comme les CV anonymes. C'est-à-dire, on regarde le bulletin d'un élève, mais il n'y a pas son nom et il n'y a pas sa photo. On serait déjà beaucoup plus objectif. Déjà, on n'aurait pas mis le gamin dans une case, et comme on le sait, mettre dans une case, ça renferme. Et comme on ne l'aurait pas mis dans une case, on ne le mettrait pas dans son conflit de loyauté vis-à-vis de sa famille, de son cocon autour de lui. On pourrait le prendre dans sa globalité. Le regard extérieur des adultes en réunion est très formateur et conditionne à maintenir l'enfant dans son conflit de loyauté. On lui fait refléter en lui l'image que de toute façon, il ne pourra pas dépasser son milieu d'origine. Alors, quant à la maison, l'enfant a des parents qui sont eux-mêmes dans un conflit de loyauté, c'est-à-dire qu'une grande frustration ressort à l'intérieur du système émotionnel, parce que par exemple, un père ou une mère sait qu'il aurait pu faire mieux dans sa vie. C'est des phrases qu'on entend souvent. Ah ouais, mais bon, moi j'aurais pu faire mieux. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce qui a bloqué ce j'aurais pu faire mieux? Ce qui bloque, c'est le conflit de loyauté. Je ne peux pas dépasser mes parents. On est déjà dans une vie aujourd'hui où les enfants sont souvent plus grands que leurs parents physiquement. Les enfants, quelque part, à 14-15 ans, sont contents de dépasser maman, contents de dépasser papa. C'est flatteur, ça montre qu'on est plus fort, qu'on est plus costaud. Et du coup, on va peut-être pouvoir prendre son envol. Physiquement, si je dépasse pas ma mère ou mon père, déjà ça va être compliqué de me dire que intellectuellement je peux le dépasser. Ça va être compliqué de me dire que financièrement je peux le dépasser. Ça va être compliqué de se dire que socialement je peux le dépasser. Parce qu'en neuromiroir, mon cerveau, lui, il s'est habitué à s'identifier à ce référent. Dans la mythologie, dans les mythes, dans les légendes, cette idée de neuromiroir est déjà complètement existante. Si on prend par exemple le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, cette pièce de théâtre classique du XVIe siècle, absolument hilarante, mais une fois mise en scène, avec tous ces quiproquos. L'objet même de cette pièce de théâtre est de mettre un filtre d'amour sur les yeux des personnages pour qu'ils tombent amoureux de la personne ou du premier objet, de la première personne qu'ils vont voir en se réveillant. On est complètement dans le neuromiroir. Mais alors complètement. Quand Titania ouvre les yeux, elle tombe amoureuse d'un âne. Parce qu'on a transformé l'autre personnage, Bottom, en âne. Et donc, son neuromiroir à elle fait que... Alors, il est induit par le filtre magique fabriqué par Oberon. Mais son neuromiroir, qui est activé à ce moment-là par ce filtre magique,
tombe amoureux de son âne, enfin de l'âne, d'accord ? Elle n'est plus dans la pleine conscience de son esprit et dans le plein contrôle de son esprit. Donc l'enfant qui grandit dans son milieu à lui développe en neuromiroir tout un tas de choses absolument inconscientes. Et se trouve en porte-à-faux puisque l'enfant a toujours besoin de valorisation et de reconnaissance de la part des personnes qui le font grandir. Je regardais l'autre jour une petite vidéo trop mignonne d'une maman canard qui apprenait à ses petits canetons à sauter de 10 mètres de haut. Eh bien, c'est bien parce que la maman les encourage et les valorise que les petits canards osent sauter. On est complètement dans la loyauté à la maman et dans le neuromiroir. Je veux dire, le petit canard, il sort de son œuf, il sait rien faire, il regarde sa maman faire, il sait faire. Son cerveau imprègne complètement, comme du papier carbone, chaque geste et mouvement de sa maman canard. Pour ce qui est de la loyauté, quand le bébé commence à marcher, il reçoit tous les encouragements de la Terre. Là, notre cerveau reptilien, il est encore très très actif. Qu'on contrôle ou pas, qu'on soit dans l'hyper-contrôle ou pas, qu'on essaie dans des modes d'éducation dits alternatifs, les plus respectueux possibles de l'enfant, motricité libre, tout ce qu'on veut, à partir du moment où l'enfant commence à mettre un pied devant l'autre, j'ai encore jamais observé un parent qui s'en fiche ou qui ignore, je veux dire. Même les personnes les moins présentes dans l'éducation de leur enfant, à partir du moment où ils commencent à se tenir debout, à mettre un pas devant l'autre, c'est l'extase totale. Et là, on se dit, le cerveau reptilien, il est encore mais bien bien présent. Parce que finalement, c'est notre instinct de survie à nous, c'est notre réflexe de survie qui est fier face à ce bébé qui sait marcher. Enfin, il est en sécurité, il va pouvoir se débrouiller tout seul. Enfin, il est autonome. Il va pouvoir me suivre, il va plus être juste une charge que je mets sur mon dos, que je porte ou que je tire ou que je trimballe dans une poussette. Ce petit homme va être enfin autonome. Et donc, par effet neuromiroir, et par effet de loyauté et de valorisation, puisqu'on a tous besoin de valorisation, l'être humain est un être grégaire qui a besoin de vivre dans un groupe et de se sentir valorisé dans son groupe. C'est comme ça, c'est à l'intérieur de nous, on ne peut pas lutter contre. Même les personnes les plus solitaires ont besoin à un moment donné de faire partie d'un groupe et de recevoir la valorisation de ses pairs, PAIR. Donc ce petit-là qui commence à marcher reçoit la valorisation de ses parents et toutes les effusions de joie qui vont autour. Et du coup, il se sent encouragé pour marcher. Ainsi en va pour toutes les premières étapes du tout petit. La première fois qu'il va manger solide, la première fois qu'il va commencer à aller sur le pot ou être propre, la première fois qu'il va faire du vélo. Chaque première étape du tout petit enfant sont extrêmement valorisées parce qu'à chaque fois, dans notre esprit, dans la pensée commune et grâce à notre cerveau reptilien, on est sur une grande prise d'autonomie du petit homme qui finalement va lui garantir sa survie. Il devient autonome. Donc s'il est autonome, il va pouvoir survivre. Il sait manger solide, il va pouvoir survivre. Il n'a plus besoin de sa mère. Il sait marcher, il va pouvoir courir, il va pouvoir se cacher. Son cerveau se met bien en place. Et puis à un moment donné, tout ça s'arrête. Alors il y a plein de chercheurs qui cherchent pourquoi ça s'arrête. On n'a pas la réponse. On ne comprend pas, parce que finalement, si notre reptilien était suffisamment fort pour continuer à valoriser chaque étape que l'on traverse dans sa vie, on n'en viendrait pas à se faire broyer et complètement détruire par une école complètement formatrice. Je mets pas tout sur le dos de l'école, hein. C'est pas ça le truc. C'est l'école, en fait, c'est un truc qui cadre et qui donne un cadre et un repère et qui conditionne pour pouvoir entrer après dans la vie active. Jusque-là, tout va bien. Et quand il n'y a pas vraiment de conflit de loyauté, quand les parents sont en réussite sociale ou bien dans leur basket, qu'on est dans une famille plutôt saine, qui n'a pas de blessures actives non guéries, qui n'a pas de traumatisme émotionnel trop envahissant, quand on est dans une famille où les relations sont saines, où on peut communiquer, où il n'y a pas de réaction débordante, où ça va à peu près bien, ça existe, des familles comme ça.
L'enfant se sent bien, se sent valorisé et finalement peut faire son petit bonhomme de chemin et peut-être même dépasser ses parents puisqu'il va être valorisé dans ce dépassement de ses parents jusqu'à un certain niveau. Après, quand on est dans une famille pleine de tabous, de non-dits, sans communication, avec beaucoup de réactions débordantes. Alors on met derrière cet euphémisme de réactions débordantes que j'aime beaucoup aujourd'hui, tout ce qui est colère, chantage affectif, larmes, cris, pleurs, disputes, tout ce qui déborde en émotions de soi-même. Et donc quand on est dans une famille un peu moins saine, on va dire dans son relationnel, quand il y a des traumatismes émotionnels qui sont trop forts, dont on ne parle jamais parce qu'on n'en parle pas de ces choses-là, au niveau du neuromiroir et du conflit de loyauté, c'est quand même déjà un peu plus compliqué. L'enfant va grandir en imprégnant dans sa carte mémoire cérébrale tout un tas de comportements inadaptés qui pour lui vont devenir la norme. Ah oui, si dès sa conception dans le ventre de la mère, il entend autour de lui des cris, des colères, des disputes, des emportements, des effusions de voix, son cerveau imprime, pouf, carte mémoire, photographie. Là, ça me fait un peu toujours l'effet, là, ce neuromiroir, ça me fait plutôt penser à ces vieux appareils photo là, qui font clac avec toute la fumée et paf, c'est imprimé sur la planche, la plaque. Alors le cerveau du bébé imprime que c'est comme ça que ça se passe. Et après on met tout le monde au même endroit, hein. On les met tous à l'école. Chacun avec sa plaque d'impression dans la tête, hein, dans le cerveau là. Oups, son neuromiroir, sa loyauté, son besoin de valorisation, qu'est-ce qui est valorisé chez les uns, qui n'est pas forcément valorisé chez les autres. On met tout le monde ensemble et on touille et on imagine que ça va prendre. Ouais, mais alors il y a machin qui arrête pas de taper bidule. On sait pas pourquoi. Puis il y a truc qui est tout le temps en train d'embêter machine. On sait pas pourquoi. Voilà, il y a plein de comportements qui se mettent en place dans la cour de récréation justement parce qu'il y a des choses qui sont imprimées chez l'enfant. Et l'enfant, lui, il se retrouve dans ce qu'on appelle alors maintenant le conflit de loyauté. C'est-à-dire que à l'école, à la crèche, au centre aéré, au club de sport, dans la vie, plus tard après au bureau, dans le travail, sur un chantier, je sais pas, dans les situations sociales, on va lui apprendre, ou la vie va lui apprendre, ou on va lui faire remarquer, par effet miroir, que son comportement, que son idée, son mode de pensée n'est pas conforme, n'est pas standard, n'est pas ce qui est attendu, on va dire socialement inadapté ou inacceptable. Cette attitude est socialement peu acceptable, d'accord ? Oui, mais l'enfant, lui, il ne sait pas pourquoi c'est pas acceptable, puisque chez lui, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, ce conflit de loyauté se met en place à différents niveaux. Pas seulement dans les interactions sociales, il va se mettre aussi en place dans la réussite scolaire de l'enfant. Vous allez voir où je vais en venir après. Notre fil directeur, c'est toujours le burn-out. Je ne l'ai pas oublié, je sais qu'il est là. Et oui, je marche, donc je pense, donc j'ai les tracteurs autour de moi qui font un peu d'animation musicale. Donc on perd pas le fil de là où on veut aller. Mon objectif est très clair, vous allez voir. Faut pas que je le... Non, je l'ai pas perdu. Donc, ce conflit de loyauté se met en place à différents niveaux, dans ses attitudes et ses comportements, mais aussi dans ses objectifs de réussite. Et dans ce qu'il envisage pour lui-même pour plus tard. J'ai toujours pas perdu de vue mes jeunes entre 20 et 27 ans complètement perdus dans leur vie. Hein. Je les ai toujours avec moi, là. Ils vont revenir à un moment donné. Et là commence le gros conflit, conflit interne pour beaucoup d'enfants dès l'école primaire, avec des valeurs transmises à la maison, des mots entendus à la maison,
Et puis des valeurs transmises à l'école et des mots entendus à l'école. Et quand c'est pas harmonieux entre les deux, ça fait des sacrés orages internes. Donc l'enfant, au bout d'un moment, il ne sait plus où il en est, il préfère tout arrêter. Il arrête tout. Et là, on se calme tout le monde. Moi, je suis au milieu là, et ça va pas le faire. Donc j'arrête. Donc là, on commence à avoir du décrochage scolaire, pour ceux qui font leur burn-out super tôt. On commence à avoir des comportements inadaptés en classe ou du refus de mise au travail. Enfin voilà, ça engendre tout un tas de choses. Donc l'école va catégoriser aussi ses enfants dans des cases, travaille pas sérieux, poil dans la main, feignant, mauvaise volonté. Voilà. Et donc du coup, le petit enfant continue son bonhomme de chemin avec ses ambitions à lui cachées quelque part. On imagine qu'au fur et à mesure, si l'ambition était à l'intérieur de la tête de l'enfant, un énorme ballon rose, ou bleu, ou vert, ou jaune, je sais pas, mais un énorme ballon, une énorme barbe à papa joyeuse et pleine de douceur qui donne du plaisir à l'enfant. On imagine qu'au fur et à mesure de ce fonctionnement en neuromiroir et en conflit de loyauté, la barbe à papa, elle finit toute petite, reste à peine le bâton quelque part, complètement écrasée. Alors il y a des personnes qui vont garder leur barbe à papa assez importante pour continuer à les guider dans leur vie. Et puis il y a ceux pour qui même le bâton va être complètement broyé et qui vont laisser mais complètement de côté leur ambition. Parce que leur ambition n'était pas valorisée dans leur milieu familial et ils ne se sont pas autorisés à faire mieux que le père ou la mère, qui est figure d'autorité, figure référente, figure d'autorité. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une conversation, une petite fille qui dit « Ah bah moi quand je serai grande, je serai vétérinaire ». Et une dame en face de lui dire « Enfin, commence déjà par faire assistante de vétérinaire, parce que c'est quand même dur les études de vétérinaire. » Et bim, un coup de pied sur la barbe à papa. Vous voyez ce que ça engendre derrière la niveau valorisation ? Pourquoi on va dire à une gamine de 7 ans commence déjà par faire assistante de vétérinaire ? Pourquoi on ne va pas lui laisser son ambition à elle intacte dans sa tête ? Et si je veux me reformuler, parce qu'en ce moment je fais la guerre à la maison, aux questions qui commencent par pourquoi, parce que ça pourrait être l'objet d'un autre podcast. Qu'est-ce qui a déclenché ce besoin chez cette dame de foutre un coup de pied sur la barbe à papa ambition de cette gamine ? Mais on ne sait pas. Pourquoi ? Donc là, on est typiquement dans notre effet neuromiroir. Je suis une petite fille, c'est une dame beaucoup plus grande et beaucoup plus âgée que moi qui me parle. Donc mon cerveau sait qu'on fait partie du même genre. Ok ? Cette dame me dit à moi, je peux m'identifier à elle, donc c'est une dame. Je m'identifie à elle, c'est un être humain, c'est une dame, je m'identifie à elle. Cette dame me dit, commence déjà par... Donc elle pense qu'en tant que femme, on n'a peut-être pas la capacité à devenir vétérinaire. Ou est-ce qu'elle-même, elle a eu envie à un moment donné de pouvoir être vétérinaire, mais étant dans un conflit de loyauté personnelle avec son propre environnement familial, ne s'est jamais autorisée à envisager de peut-être pouvoir faire des études un jour. Et donc on fonctionne tous comme ça. On reporte sur les autres nos propres peurs, nos propres frustrations, nos propres angoisses. Et l'effet boule de neige fait qu'au bout d'un moment, arriver à sortir son épingle du jeu pour arriver à aller jusqu'au bout de son ambition relève un petit peu de Fort Boyard ou Koh-Lanta. Enfin voilà, désolée pour les références, mais ça devient une espèce de parcours du combattant. Et il faut vraiment que la barbe à papa soit restée assez conséquente pour que l'enfant ait vraiment envie de pouvoir aller jusqu'où il en a envie. Et les jeunes, dans tout ça, là, les jeunes là, entre 20 et 27 ans, là, t'es broyé de l'école. Ah bah, alors eux, c'est pareil.
j'ai un peu creusé en fait. J'ai passé un peu de temps à discuter avec eux. Et puis là, cette notion de conflit de loyauté en l'éducation et les apprentissages, didactiques, machin, l'enfant ne se permet pas de dépasser ses propres parents. J'ai eu envie de leur poser un peu des questions à ces jeunes. Et donc voilà, je passe un peu de temps à discuter avec eux pour essayer de comprendre d'où venaient les points de blocage. Donc avant d'avoir même eu l'idée de faire une formation de coaching, j'étais déjà dans une démarche de coaching avec mes jeunes. Donc finalement, ma formation de coaching que je suis en train de suivre en ce moment ne fait que mettre en application une façon de penser que j'avais. Voilà, je vais faire une petite pause rapide. Il y a du monde autour. Et autant savoir qu'il y a des gens qui écoutent le podcast ne me dérange pas, mais qu'on m'entende l'enregistrer dans la rue, ça me dérange un peu plus. Voilà, c'est bon. Et donc mes jeunes, mes broyés, mes cassés, mes déglingués, mes gueules cassées. En essayant de comprendre avec eux d'où venaient les points de blocage, d'où venaient les croyances limitantes, d'où venaient ces limites limitantes, comme on dit dans le jargon de coaching, ces fausses croyances. Finalement, tous, 95%, il y a toujours des exceptions, on n'est jamais sur du 100%, on est avec de l'humain. 95% de ces jeunes venaient de milieux très très modestes, avec des parents sans qualification, sans diplôme. Et donc, c'est des jeunes qui avaient de l'ambition, qui avaient une barbe à papa assez conséquente à la base, quand ils étaient petits. Et ayant grandi dans des milieux très très modestes, sans qualification particulière, ça a été très compliqué pour eux d'être dans la réussite scolaire. Parce que dans les faits, loyauté et neuromiroir, la réussite scolaire n'était pas valorisée. Typiquement, de toute façon, moi j'ai toujours été nulle à l'école, alors mon gamin il pourra pas être bon. Bim! Allez, conditionnement. Allez, un gros coup sur la barbe à papa. De toute façon, j'ai jamais rien compris en maths, les maths, pouf, je suis nulle en maths. Oh, puis alors l'anglais, je suis nulle en anglais, ça sert à rien l'anglais. Allez, on continue le conditionnement. Donc là, même si l'enfant avait sa barbe à papa ambition quelque part au fond de sa tête, avec un discours comme ça à la maison, c'est compliqué pour lui d'être dans la réussite scolaire. C'est pas valorisé. Il n'est pas valorisé par son environnement familial. Donc, il ne peut pas s'autoriser à être dans la réussite scolaire. Tant qu'un parent assène à son gamin que lui-même était nul à l'école et qu'il faisait que des conneries et que l'école ça sert à rien, regarde, moi je suis sur un chantier, j'ai pas besoin d'aller à l'école, je travaille à l'usine, l'école ça sert à rien, tu vois. Mais l'enfant ne peut pas se reconnaître dans la réussite scolaire, c'est pas possible, ça peut pas fonctionner. Donc le conflit de loyauté se met en place à ce moment-là et continue. Alors il y a des enfants qui ont moins de chance que d'autres. Il y en a pour qui le conflit de loyauté va se mettre en place dès la crèche, dès la nounou, dès la maternelle. Ils vont être conditionnés dès le départ. Et même si eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, savent qu'ils ont les capacités pour être en réussite, pour pouvoir atteindre leurs ambitions. Je connais pas un seul gamin dont l'ambition c'est de faire du travail à la chaîne. Enfin, j'ai jamais entendu un gamin me dire « Moi, quand je serai grand, je ferai le travail à la chaîne comme maman ». Peut-être il y en a, mais c'est du conditionnement. Mais au fond de lui-même, les gamins, ils ont tous envie de faire des grands métiers. Ils ont tous envie de faire des super trucs. Ils ont tous envie d'être des super-héros. Ils ont tous envie de changer le monde. Ils n'ont pas envie d'être dans une tâche récurrente, peu valorisée dans la société. Enfin, je sais pas, ils ont envie d'être pompiers, ils ont envie d'être maîtresses, ils ont envie d'être astronautes, vétérinaires, astrophysiciens, chercheurs, inventeurs, ingénieurs. Ils ont envie de construire des avions, ils ont envie d'être avocats, d'être juges internationaux. Enfin, je sais pas, ils ont tous des ambitions. Quand on les écoute parler, tout petits, ils ont tous quand même des grosses ambitions. Et s'ils n'arrivent pas à exprimer une ambition, c'est sûrement qu'il y a eu un conditionnement quelque part qui déjà, dès l'étape bébé, leur a complètement écrasé leur barbe à papa. Et puis il y en a pour qui le conditionnement viendra, mais alors bien plus tard.
bien plus tard. Et là, ça peut être une sacrée gamelle. Ah oui, tiens, on était parti sur un podcast autour du burn-out. Ah bah justement, il y a aussi des jeunes qui vont être valorisés pendant tout leur parcours scolaire, qu'on va valoriser dans la réussite scolaire, parce que finalement, par effet miroir, là on n'est pas dans le neuromiroir, mais par effet miroir, le parent qui n'aura pas réussi sa scolarité aura envie que son enfant fasse mieux que lui. Donc ça marche aussi. Hein. D'ailleurs, moi j'ai envie que ma fille elle fasse mieux que moi. Moi j'ai raté mes études, j'ai pas eu de bol. Finalement, quand on réfléchit un peu, j'ai été conditionnée par mes parents à ne pas réussir mes études parce qu'il y avait tout un tas de choses derrière. Moi, c'est pratique de rejeter la responsabilité sur les parents, surtout chez les petits, moi ça m'arrange. Mais là, voilà, c'est moi, je peux réussir, j'ai le droit de réussir, mes parents valorisent. Mes parents valorisent à fond. Je reviens de l'école, j'ai des bonnes notes. Le cerveau reptilien est encore là, quelque part, présent. Il se dit, wouhou, ça marche à l'école, cet enfant va s'en sortir dans la vie. Peut-être que cet enfant-là va faire quelque chose et s'assurer un niveau de vie suffisant. Parce qu'il y a ça aussi, hein. Il n'y a pas juste être capable de se déplacer, de manger, de survivre. Il y a aussi s'assurer un niveau de vie suffisant. Ne pas se retrouver dans le besoin, ne pas avoir faim, ne pas avoir soif, avoir un toit, être bien en fait. Et donc, certains vont pouvoir réussir à aller passer leur bac ou faire ce qu'ils ont envie. En fait, finalement, il ne faut pas être élitiste dans les études, mais à faire les études dont ils ont envie, de pouvoir terminer leur cursus, de pouvoir commencer à s'imaginer s'insérer dans la vie professionnelle. Et là, le conflit de loyauté arrive à un moment donné où ce n'était mais absolument pas prévu. Les parents qui ont nourri une ambition pour leur gamin, le gamin qui a alimenté cette ambition de la part des parents et qui s'est bien reconnu aussi dans cette ambition, ça lui procurait du plaisir, il était content, il était valorisé, il était encouragé. Et là, le conflit de loyauté, boomerang, celui qui va mettre une claque, mais immense à ce jeune. C'est quand il va commencer à s'insérer dans le milieu professionnel auquel il se destine et que finalement son milieu familial ne va pas le reconnaître. Parce que cet univers professionnel n'est pas en adéquation avec le niveau de vie du milieu familial d'origine. Le clash, le choc des cultures, c'est un moment extrêmement difficile. Et finalement, ce conflit de loyauté, on va le retrouver aussi après dans la vie professionnelle. Ça pourra faire partie d'un autre podcast sur le conflit de loyauté à l'âge adulte dans le monde professionnel. Et donc mes jeunes là, qui étaient complètement paumés, étaient typiquement dans ce genre de conflit de loyauté, avec une impossibilité inconsciente de pouvoir réussir ou d'avoir pu réussir jusqu'à ce qu'on arrive à soulever les points de blocage. Parce qu'ils avaient suffisamment d'ambition pour garder l'envie d'obtenir leur diplôme à un moment donné de leur vie, quand c'était pas toujours très clair. Et puis la peur viscérale du changement qu'allait procurer cette obtention de diplôme. Parce qu'il y a l'envie d'aller faire ses études parce qu'on sait qu'on en est capable. Et puis il y a aussi le changement que cela opère d'obtenir sa qualification, sa certification, son diplôme. On change forcément après. On a un autre statut dans la société. On devient une personne un peu nouvelle. On a l'autorisation d'exercer un métier. On a l'autorisation d'accéder à un niveau social supérieur ou différent. On fait rarement des études pour descendre en niveau social.
on fait plutôt des études pour monter en niveau social ou pour changer de repère social. Et donc le conflit de loyauté s'installe et peut mener à un burn-out par exemple. Quand il y a un trop grand conflit intérieur entre ce que je veux, ce que les autres attendent de moi, ce que je veux vraiment, sur ce que je m'autorise à faire, sur ce que les autres ne m'autorisent pas à faire, sur la peur viscérale de ne plus appartenir au clan, au groupe, parce que qu'on le veuille ou non, la cellule familiale de départ, c'est quand même son premier clan. On en revient à un mode de fonctionnement très primaire. On grandit dans son noyau de famille. C'est avec son environnement familial que l'on engrange toutes ses premières valeurs, connaissances, valorisation, expérience, enfin voilà. Et donc à partir du moment où on va être dans la réussite de l'obtention d'un diplôme, d'un certificat, de quelque chose qui va nous faire évoluer dans notre vie professionnelle ou personnelle, les deux sont quand même liés. Si cette peur est trop forte, le conflit de loyauté est beaucoup trop important et peut mener à un burn-out. J'ai pas de conclusion, réellement. J'ai juste envie de vous dire, peut-être est-ce le moment de vous poser la question. Et moi, j'en suis où avec mes valeurs ? Qu'est-ce que j'ai comme valeur ? Qu'est-ce qui est imprégné comme valeur familiale ? Qu'est-ce que je reproduis inconsciemment en plaque photographique et de ce que j'ai imprimé de ma petite enfance ? Qu'est-ce que je reproduis complètement inconsciemment dans ma vie de tous les jours, dans mes réactions, dans mes ambitions, dans mon fonctionnement ? Où sont mes valeurs ? Est-ce que mes valeurs sont en adéquation avec mon noyau familial ? Est-ce que je me suis autorisée à dépasser ? Est-ce que je me suis autorisée à rester ? Est-ce que je suis frustrée ? Est-ce que je me sens bien ? Parce que là, on parle de situations problématiques, mais pour certaines personnes, rester dans le noyau familial, cocon, stable et sécurisant, peut être aussi quelque chose de très très bien. Tant qu'on est en accord avec soi-même. Mais voilà, peut-être est-ce le temps de s'interroger sur son propre mode de fonctionnement et son propre conflit de loyauté. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt pour un nouveau podcast.